Bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine de Pâques. Je suis Éric Caron, consultant au Consortium provincial francophone, et on va débuter la formation par la reconnaissance territoriale. Nous sommes conscients du fait que nous nous trouvons sur les territoires de traités, de lieux de rencontre et de déplacements traditionnels. Nous honorons toutes les Premières Nations métisses et inuits qui ont foulé ces terres et y ont laissé leurs empreintes pendant des siècles. Vous avez reçu quelques courriels et je voulais préciser ce matin le pourquoi de ces courriels. Le lien Zoom qui a été envoyé et que Nicolas, du côté de l'École La Source, a placé dans le document, est un lien direct qui ne nécessite pas de mot de passe. Vous avez entendu parler des différents problèmes peut-être rencontrés par Zoom. C'est la raison pour laquelle on protège maintenant par un mot de passe et ça crée un lien qui est beaucoup plus long, mais c'est un lien direct. Donc, normalement, sur votre ordinateur, vous n'avez probablement pas eu à entrer un mot de passe. Cependant, pour être en mesure de faire un atelier à distance, main sur touche, c'est toujours bien d'utiliser un deuxième appareil, si c'est possible, ou du moins avoir deux écrans. Si vous n'avez pas deux écrans ou deux ordinateurs, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser votre appareil, téléphone, iPhone, iPad, tablette, Android. Il existe une application Zoom. Et pour accéder à Zoom, c'est là où on a besoin d'un mot de passe. Alors, vous voyez ici Zoom sur mon iPad. Je pourrais rejoindre la réunion avec un identifiant. Et c'est ça la série de chiffres que je vous ai envoyés par courriel pour ceux qui en ont reçu. Donc, par exemple, j'ai reçu un appel d'une participante qui ne pouvait pas, qui avait des difficultés avec son ordinateur. Donc, je lui ai envoyé les numéros 717-065-788 de façon à ce qu'elle puisse rentrer ensuite avec le mot de passe que j'ai envoyé. Donc, c'est une bonne façon de suivre l'atelier à distance. Et aujourd'hui, on va explorer Classroom. Donc, Google Classroom, c'est une formation de niveau intermédiaire. Et je tiens à être précis ce matin sur un point important. Euh, je ne suis pas en salle de classe. Google Classroom, on apprend beaucoup en l'explorant avec nos élèves. Donc, je vais tenter d'aller aborder les différentes facettes, la façon de maximiser le flux de production avec Google Classroom. Mais il y a des gens ici, dans la liste de gens que j'ai vus, il y a des gens qui l'utilisent beaucoup également. Donc là, il y a Martin qui me dit que le lien ne fonctionne pas. Martin vient de me texter. C'est pas évident de... donc, est-ce que tu peux t'en occuper, Jean-François? C'est Martin à ton école? Je ne sais Oui, pas si tu as son téléphone ou... oui, oui, je vais m'en occuper. je te remercie. Mais justement, Jean-François, donc, ça serait possible pour lui de m'appuyer également. Donc, n'hésite pas, Jean-François, à intervenir durant la formation. Même chose, il y avait José Desmeules qui est supposé être là. Je vois ça beaucoup plus comme un atelier de collaboration où on va découvrir ensemble et où on va se donner des trucs. D'ailleurs, dans la formation, je vais vous séparer en petits groupes parce que j'aimerais que vous ayez une conversation d'une quinzaine de minutes au niveau pédagogique. L'atelier, pourquoi il est uniquement pour Franco-Sud, c'est que d'abord, je dois dire que Google Classroom est limité au nom de domaine. Il est possible de l'ouvrir à l'extérieur de Franco-Sud, mais il faudrait des manipulations dans chaque conseil scolaire. Donc, si on voudrait que les enseignants puissent collaborer des 4 conseils scolaires francophones, il faudrait que les 4 services techniques permettent par exemple, aux enseignants de Centre-Nord de joindre Franco-Sud, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle c'était beaucoup plus facile de prévoir un atelier pour Franco-Sud, un atelier pour Centre-Nord que j'offre demain. Tout d'abord, je vais partager mon écran et on se donne le doigt à l'erreur ce matin, n'est-ce pas? Je vais partager mon écran et vous voyez que j'ai 2 onglets d'ouvert. En fait, je vais vérifier sur mon deuxième ordinateur si on voit ces onglets-là. Oui, d'accord. Alors, j'ai un compte élève. Ici, j'ai un compte enseignant. Ici, j'ai un compte élève. Ça va être bien de voir les 2 facettes. Je vais ouvrir ma fenêtre participant et ma fenêtre conversation sur mon autre écran pour tenter de vous voir. Mais Rock est également avec moi
aujourd'hui. Donc, Roch était conseiller pédagogique au Centre-Nord. Il appuie maintenant le consortium, puisque vous comprenez que les besoins ont légèrement augmenté. Donc, je suis avec mon compte Franco-Sud, ici. Oh, petit rappel en passant, s'il vous plaît. Et passez le message, je vais essayer de faire envoyer un courriel aux directions. Ce compte-là, c'est un compte test, parce que je viens de voir ce matin qu'il y a des gens qui m'envoient des courriels de Franco-Sud, là, qui m'envoient des courriels, et ce n'est pas un compte que je consulte au niveau courriel. J'ai un compte dans chaque conseil scolaire pour pouvoir offrir des formations de ce genre-là, et je ne pourrais pas suivre les courriels ou même transférer les courriels à mon compte principal, il serait submergé. Donc, attention, je vous rappelle mon courriel, ecaron@cpfpp.ab.ca. On va tenter d'aborder la majorité des possibilités de Classroom ce matin. Et tout d'abord, je vais créer un premier cours. Comme enseignant, c'est très important si vous débutez avec Classroom, la première connexion, on vous demande si vous êtes un enseignant ou si vous êtes un élève. Je l'ai mentionné à la formation Google débutant, mais j'y reviens encore, c'est important. Si vous cliquez par erreur sur « Je suis élève », c'est le conseil scolaire, donc GamTech, dans le cas de Franco-Sud, qui doit faire une manipulation pour vous redonner le droit enseignant. Faites attention à la première connexion. On peut rejoindre un cours. Classroom peut être utilisé pour des communautés de pratique au niveau des enseignants, ou on peut créer un cours. Je vais créer un cours ce matin que je vais appeler 6e année. Je suppose que je suis un enseignant. Et là, on peut l'organiser comme on veut. Ça dépend des écoles, ça dépend des conseils. Mais je pourrais, par exemple, marquer école La Source, classe virtuelle, et salle, je vais le laisser vide. Donc, Classroom va être utilisé de différentes façons, selon qu'on enseigne au primaire, au secondaire. Par exemple, maternelle à 3e année, souvent, c'est les enseignants qui vont, pas les enseignants, c'est les parents qui vont accéder à Classroom pour leurs enfants. Et ça devient un outil de communication pour les parents. Et à ce moment-là, c'est important que le parent ait le courriel et le mot de passe de son enfant. Lorsque j'ai créé ma classe, c'est bien de pouvoir la personnaliser. Donc, je peux sélectionner un thème ici, parmi une liste de thèmes déjà établis. Vous voyez en haut, français, histoire, mathématiques, autres. Donc, je peux décider de changer la bannière. Je peux même importer ma propre photo. Lorsqu'on crée la classe, c'est important également, en cliquant sur la petite roue d'entrée, d'accéder aux paramètres de cours et de prendre des décisions. Je pourrais changer, bien sûr, les informations sur le cours. En termes de décision, par exemple, le flux. Est-ce que vous permettez que vos élèves publient des posts, oui ou non? Les élèves peuvent ajouter uniquement des commentaires ou est-ce qu'ils peuvent publier? Encore là, c'est une décision selon l'utilisation, la planification que vous faites de l'utilisation de Classroom. Il y en a plusieurs qui disent que les élèves peuvent commenter, ajouter des commentaires. Et certains décident que seuls les enseignants peuvent publier. 6e année, je vais l'essayer. Et si ça ne fonctionne pas en cours d'année, si je me rends compte que les commentaires sont inappropriés ou mal utilisés, je pourrai revenir dans les paramètres et cliquer « Seuls les enseignants pourront publier ». N'hésitez pas à utiliser la fenêtre conversation si vous avez des questions, si ça va trop vite. Roch est là pour m'appuyer et me dire également si des gens ont des questions. Ici, c'est quand même assez nouveau. C'est qu'on peut créer une salle Meet pour notre classe. Mais les salles Meet, il y a différentes façons de les planifier. Si vous faites des classes virtuelles, par exemple, chaque jour ou 2 jours, vous pourriez utiliser le calendrier ou vous pourriez utiliser un lien Meet. Alors, je vais générer le lien Meet. Il est en train de créer une salle, mais je vais le rendre invisible aux élèves pour le moment. Le danger de le laisser toujours ouvert, c'est que si quelqu'un trouve le lien, si l'élève le partage. D'accord? Et encore là, je le mentionne à Google Classroom débutant, c'est important de comprendre que la configuration dépend des décisions du conseil scolaire. Par exemple, est-ce que les élèves peuvent créer des salles Meet? Est-ce que les salles Meet peuvent être utilisées à l'extérieur du conseil scolaire?
Ça dépend de la configuration de la console Google au niveau de gamme Tech. Notation ici, vous pouvez ajouter des catégories de notes. Littératie, numératie. Vous pourriez y aller également par module si vous enseignez les sciences. Donc, je reviendrai sur les notes un peu plus tard. Et j'ai oublié de cliquer ici, comme vous voyez, sur « Enregistrer les modifications que j'ai faites au cours ». On a donc vu ici les paramètres. Vous avez également ici dans le menu la possibilité de revenir à vos cours et également à l'agenda. Présentement, j'ai l'agenda de toutes les classes. Et on voit que dans une des classes, j'ai un devoir ici. Je pourrais également aller chercher l'agenda de chacune de mes classes. Si je reviens donc à l'ensemble des cours, pour supprimer un cours, c'est quelque chose que les gens m'ont demandé à quelques reprises, pour supprimer un cours, si jamais je le crée et j'ai fait une erreur, je veux le recréer. On va cliquer sur les 3 petits points ici et on va l'archiver. On a la possibilité de le copier, de le déplacer, de le modifier. Dans ce cas-ci, je vais l'archiver. Et une fois qu'il est archivé, je peux revenir ici dans ma petite barre de menu. Je peux aller voir mes cours archivés. Et c'est ici que je pourrais le supprimer ou encore le restaurer. Je passe quand même assez rapidement là-dessus. C'est un rappel, c'est des choses qu'on voit également à Google débutant. J'ai les différents paramètres ici. Vous avez vu les paramètres? Et c'est là où je peux changer ma photo de profil. Recevoir des notifications par email. Ça, il y a quelques enseignants qui me disent ma boîte de courriel devient inondée, j'ai beaucoup de classes, alors je peux enlever ici les notifications par email ou je peux enlever devoir d'élèves en retard, décider de quel email je vais recevoir. Donc ça, vous pouvez vous amuser un peu avec ça, mais si vous préférez, vous pourriez carrément ne plus recevoir de courriel de Google Classroom. Excellent. Avant d'aller plus loin, parce que je vais vouloir que vous vous inscriviez comme élève, si vous pouvez, d'accord? Si vous avez 2 appareils, ce sera le moment d'être main sur touche et de jouer le rôle élève. Mais juste avant, je voulais quand même vous mentionner qu'il y a quelques extensions qui permettent d'améliorer le flux de travail. Caroline, pourrait-on voir l'agenda de tous les cours des élèves? Pas seulement nos propres cours. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un participant qui pourrait répondre à ça? Y a-t-il moyen de voir, dans le fond, l'agenda de tous les cours des élèves, même si on n'est pas enseignant dans un cours? Non, hein? C'est ce que je me disais. Merci beaucoup, Kevin. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une communauté d'apprentissage ce matin. Les extensions, il y a des extensions gagnantes. Les extensions dans Chrome permettent d'améliorer le flux de travail. Il y en a quelques-unes que je voulais vous montrer avant de commencer. Les extensions sont ici. Et d'après ce que j'ai vu par défaut, il y a 2 extensions Google Meet qui sont installées au Conseil scolaire Franco-Sud. Le premier permet une vue en grille dans Google Meet, un peu comme dans Zoom. Et le deuxième, c'est réaction dans Google Meet. Donc, ça crée des icônes de réaction. Je l'ai essayé en fin de semaine, j'ai trouvé ça intéressant. Mais pour aller chercher d'autres extensions, il y en a quelques-unes que je veux vous proposer. Et la première, c'est bien évidemment Classroom. Pour installer une extension, moi, j'ouvre un nouvel onglet. Il y a différentes façons de faire. Hein? Oui, Kevin, merci. Merci. Je te laisse continuer dans la fenêtre conversation pour Caroline. Moi, j'ouvre un nouvel onglet et je clique sur Applications, ce qui me permet d'aller chercher ici le Web Store. Et dans le Web Store, regardez, partager avec Classroom. Il est ici, mais sinon, j'aurais pu marquer Classroom dans la recherche en haut à gauche. Et partager avec Classroom est une extension que j'aime beaucoup, qui permet rapidement d'aller chercher toutes nos classes. Et voyez-vous, l'extension s'est rajoutée ici. Il y a quelques autres extensions que je vous conseille, comme par exemple, si vous utilisez YouTube, je ne pense pas qu'elle est installée par défaut,
mais c'est Adblock, A-D-B-L-O-C-K, et Adblock pour YouTube. Ça élimine les annonces publicitaires. Donc, vous voyez que l'extension a été rajoutée. Pour Adblock pour YouTube, je n'ai rien d'autre à faire. Une extension que j'aime également qui peut vous être utile pour rapidement marquer du texte sur votre écran, c'est Crafty Text. Moi, je l'aime beaucoup. Et en tant que communauté, dans les écoles, vous vous appuyez beaucoup entre vous présentement. Vous pouvez partager vos extensions gagnantes. On pense à une petite série de vidéos d'ailleurs au consortium. On est en train de poursuivre notre plan de formation. Crafty Text. Et ce que Crafty Text permet de faire, mais pas, il ne fonctionne pas si on est sur un site Google. Et d'ailleurs, je me demande si on n'est pas obligé de redémarrer Chrome pour qu'il fonctionne, mais je vais l'essayer. Je vais aller sur un autre site, par exemple Radio-Canada. Si je clique sur Crafty Text, il fonctionne. Donc, je pourrais rapidement marquer mon courriel parce que je veux que les participants le voient. Je pèse Enter et ça apparaît en gros. Donc, je trouve que c'est pratique pour sur le vif. J'ai quelque chose, un message à passer. Je peux l'utiliser et ensuite, je clique CT pour l'enlever. Une autre extension, bon, Screencastify, vous en avez sans doute entendu parler. Je passe par-dessus. Screencastify, il y a d'ailleurs la version pleine est disponible pour quelques mois. Ils l'ont rendu disponible avec un code qui circule présentement, donc ce code-là circule. Vous pourrez demander à vos collègues. Il y en a une que j'aime en particulier, très pratique, parce qu'en ce temps où on est souvent derrière l'écran, on a souvent beaucoup d'onglets ouverts. Moi, il m'arrive d'en avoir une quinzaine d'onglets ouverts. Et lorsqu'on doit éteindre son ordinateur, on veut parfois conserver en mémoire les onglets. Et on peut utiliser OneTab. Je vais l'ajouter à Chrome. Pour moi, c'est une extension gagnante. Je l'utilisais même avant la pandémie. Et ce que OneTab permet de faire, regardez bien, c'est si je clique sur OneTab, il va fermer, garder seulement dans un onglet les liens vers les sites où j'étais. Je pourrais tout restaurer. Je pourrais également restaurer un par un. Dans ce cas-ci, je vais tout restaurer. Et vous voyez que mes onglets sont revenus. Question jusqu'ici? Oui, on essaie d'installer, effectivement, on essaie d'installer les extensions gagnantes. En tout cas, je voulais vous partager celle-ci. Je pense que ce sont des extensions qui contribuent au flux de travail. Je reviens donc à Classroom. La petite extension ici de Google Classroom me permet de voir mes cours. Si j'ouvre 6e année, École La Source, je pourrais rapidement envoyer un lien web aux élèves. Je pourrais accéder aux cours. Les documents ici envoyés aux élèves, documents reçus des élèves. Donc, je trouve que c'est pratique. C'est un raccourci intéressant. Sinon, pour accéder à Classroom, je peux fonctionner également par la petite liste d'applications ici ou encore taper dans l'URL classroom.google.com. Et si on est connecté à Chrome avec notre identifiant du Franco-Sud, on peut rapidement, on va accéder rapidement à cette page-ci. Je retourne dans ma classe de 6e année parce que mon intention ce matin, c'est d'inscrire, que les élèves puissent s'inscrire. Alors, je pense que la plupart d'entre vous avez déjà démarré avec Classroom, donc vous savez que le code du cours est ici. Hein? Si je veux, dans un Google Meet, si je veux que les élèves s'inscrivent rapidement, je leur envoie ce code-là. Maternelle à 3e année, c'est le code que j'enverrai aux parents avec une courte liste d'instructions pour qu'ils accèdent à Classroom avec le courriel Franco-Sud de leur enfant. Donc, je vais tout simplement copier ce code-là. Et maintenant, je vais rentrer avec mon compte élève, juste ici.
Je vais aller dans Classroom. C'est bien de voir l'autre côté aussi, de voir le côté élève. Et dans ce cas-ci, je vais rejoindre un cours. Et pour rejoindre un cours, je marque le code du cours tout simplement. Ça devrait fonctionner. Et voilà, maintenant, l'élève est inscrit à l'intérieur du cours. Et l'élève, la différence entre les deux, c'est la note ici, qu'uniquement l'enseignant possède. J'ai eu une question juste avant la formation au niveau des aides élèves, parce que je sais qu'il y a des aides élèves présentement en ligne. Tout dépendant de votre politique au niveau de l'école, la façon dont vous utilisez Classroom, ça peut être intéressant d'inscrire l'aide d'élève comme enseignant dans le cours, puisque ça permet à ce moment-là de voir les notes. J'ai inscrit l'élève avec un code de cours, mais pour d'autres, ça peut être simple. Si vous n'avez pas une tonne d'élèves, vous pouvez également, dans les personnes ici, vous pouvez également, vous voyez qu'il y a déjà des gens qui se sont inscrits. Présentement, je suis Sarah comme élève. Mais on peut inscrire des enseignants ici. On peut également inscrire des élèves manuellement par l'adresse de courriel. L'élève reçoit à ce moment-là une invitation à rejoindre le cours. Parfait. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps. J'aimerais ça que vous, si vous avez donc 2 appareils et que vous êtes main sur touche, je vous invite à vivre l'expérience élève et à vous inscrire avec le code qui est présentement à l'écran. On va se laisser un petit 2 minutes. C'est bien, je lis la fenêtre conversation par la même occasion, puis je suis vraiment content. On se donne des trucs. Et je l'ai mentionné en début de formation, je n'ai pas la prétention de tout connaître, donc moi aussi, j'apprends beaucoup dans les situations actuelles. Si tout le monde a pris en note le code du cours, je vais le voir le nombre de personnes inscrites. Oh, ça va bien. Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut inscrire l'aide élève pour un seul élève? Non. Non, mais l'aide élève, on va le voir, pourrait créer des travaux pour un seul élève. Ça, c'est l'avantage de le rendre enseignant. Créer un petit quiz, par exemple. On peut créer un quiz pour la classe ou un seul élève ou sélectionner un nombre d'élèves. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin en formation. Il y a quand même pas mal de gens inscrits. Dans la fenêtre conversation, est-ce que... OK, merci. Le code de cours ROC. On a pensé la même chose. L'interface, comme je le mentionne dans la formation débutant, on a le flux qui permet de communiquer. Moi, ça me fait penser un peu à un réseau social. C'est là où l'élève va voir les travaux apparaître, va voir les messages, etc. Donc, il faut l'utiliser de façon stratégique. En 6e année, moi, j'aurais tendance à ne pas permettre à l'élève d'écrire dans le flux. D'accord? Vous avez le 2e qui est travaux et devoirs. Vous avez le 3e ici, les personnes. Et vous avez enfin les notes. Voyons voir la vue de l'élève maintenant. Le flux, je vois que mon enseignant n'a rien marqué. Travaux et devoirs, je n'ai aucun travail et devoir. Les personnes, je vois les autres élèves. Je vois l'enseignant également et je pourrais envoyer un message aux gens de ma classe. Dans le flux, bien sûr, je pourrais partager une information. J'y vais rapidement. Ça, c'est la formation Google débutant, mais on se rafraîchit la mémoire. Partagez avec votre classe. Je pourrais partager un message, par exemple, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. On peut ajouter, comme vous le savez, un lien Google Drive. Classroom est très lié à Google Drive. On pourrait envoyer un lien web, un fichier PDF, par exemple. J'hésite à utiliser Word, mais
Si c'est ce que vous avez, si vous avez une planification déjà sur Word, vous pourriez le convertir assez facilement en Google Documents, ou du moins l'élève pourrait le lire dans Google Documents. Vous pouvez également placer une vidéo YouTube. Je reviens ici sur le publier, puisque vous avez la petite flèche à côté qui permet de programmer. Donc, j'aurais pu le programmer hier soir pour 8 heures ce matin. D'accord? Et je peux enregistrer le brouillon si j'ai quelque chose d'autre qui m'attend. Je pourrais tout simplement préparer, enregistrer le brouillon. Lorsqu'il est prêt, je peux le programmer ou le publier. Donc ici, bien sûr, je l'ai créé, programmer des annonces et je peux répondre aux pauses des élèves si je leur permets. Je vais publier. Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Si j'ai fait une erreur, je pourrais le supprimer, modifier. D'accord? Donc, le flux peut être utilisé pour envoyer des messages, mais attardons-nous maintenant sur travaux et devoirs. Travaux et devoirs, vous voyez ici que vous avez accès à l'agenda Google de la classe. Vous avez également un dossier Drive de la classe. Ça, c'est deux éléments importants. Et si je reviens dans mes paramètres et que je permets le lien Google Meet, que je l'ouvre, que je le rends visible, il se rajoute ici. Donc, on peut créer une classe virtuelle. Je vous encourage fortement, lorsque la rencontre est terminée, à venir le fermer pour éviter que les élèves, par exemple, se rencontrent, ou encore, présentement, si je ne m'abuse, c'est bloqué au Franco-Sud. Si on envoie un lien Meet à un autre que Franco-Sud, la personne doit demander à joindre et la personne qui a créé la salle doit accepter. OK? Alors, soyez prudents, les liens Meet sont des liens persistants. Une autre façon de créer vos rencontres virtuelles pourrait être de créer un agenda, le lien Meet dans l'agenda de classe. Par exemple, vous voyez ici, c'est marqué classe virtuelle, de voir les fractions. Je veux créer un lien de classe virtuelle. J'invite mes élèves demain à 13 heures. Je vais cliquer 2 fois. Je vais ajouter une visioconférence et je vais l'appeler classe virtuelle ou un autre nom, bien sûr. Je pourrais faire une classe virtuelle et n'inviter qu'une seule personne. Dans ce cas-ci, présentement, je le crée dans la salle 6e année École La Source, dans le calendrier 6e année École La Source. Je pourrais inviter d'autres personnes. Par exemple, vous invitez Roch à venir faire une animation dans votre classe. Mais Roch devrait demander à joindre puisqu'il n'a pas de courriel Franco-Sud. D'accord? Et par la suite, je vais enregistrer le lien. L'avantage de cette façon-là, c'est que le lien Google Meet change à toutes les fois. Et donc, ne peut pas être facilement trouvé. Et à ce moment-là, comme élève ici, je m'en vais dans l'agenda Google. J'ajoute l'agenda 6e année. Et vous voyez ma classe virtuelle qui apparaît juste ici. C'est une autre façon donc de créer les Google Meet. Ça dépend de votre école, de ce que vous décidez de faire. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, Roch? Non, ça semble bien aller? OK. Oui, non, c'est bon. Merci. Je réponds à quelqu'un. C'est tout un défi. Hey, on 50 personnes en ligne. C'est tout un défi. OK, donc, je retourne à ma classe. Un commentaire ajouté au cours. Super, parfait. C'est difficile en passant, je suis obligé de bouger ma fenêtre parce que quand on partage l'écran, on a une espèce de barre de menu en haut qui dérange un petit peu. Oui, vas-y. Éric, il y a une question. Puis, c'est si les élèves peuvent rentrer dans une salle avant l'enseignant. Je sais que dans Zoom, par exemple, il y a un paramètre de dire que personne ne peut rentrer tant que l'enseignant, que le modérateur est là. Est-ce qu'il y a ce paramètre-là dans Google? Honnêtement, je pense que oui.
Et j'aimerais ça que d'autres personnes me répondent, mais je pense, ouais, le paramètre n'est pas encore présent. Mais oui. Par contre, la salle va être fermée, si je ne me trompe pas, lorsque le créateur est la dernière personne à quitter. OK, merci. Mais c'est pour ça que ça a été rajouté au niveau de Meet, hein, comme je vous ai montré les paramètres. L'avantage, au moins, si je retourne ici dans les paramètres, puis que j'ouvre mon lien, l'avantage, c'est que lui, on peut l'ouvrir et le fermer. Visible par les élèves ou non. Mais si l'élève copie le lien, à mon avis, la salle existe encore. Donc, c'est un petit défi quand même avec Meet. Excellent. Bon. Maintenant, attardons-nous à la question des travaux. Hein. Ça c'est une question importante. Parce que je vais revenir sur l'agenda, mais toujours en faisant un lien avec les travaux. Parce que ça peut être une très bonne idée en termes de flux de production de mettre une échéance pour un quiz ou un travail. Lorsque je crée un travail, je peux créer un devoir, un questionnaire, une question, la documentation. Je peux créer également un thème. Et présentement, comme thème, vous voyez que je n'ai rien. Les thèmes, il y a différentes façons de voir les choses. Si on enseigne en sciences, on pourrait créer un thème par module. Dans le cas de 6e année, je vais créer tout simplement un thème qui va s'appeler littératie. C'est important de bien organiser Classroom dès le départ. Littératie, je vais créer un thème numératie. Je vais créer un questionnaire en numératie basé sur les fractions assez rapidement. D'accord? Pour ce faire, je vais chercher une vidéo. Je peux en créer une aussi. Mais parfois, on n'a pas le temps de créer toutes les vidéos. C'est important de revenir sur cette question de vidéo-là parce qu'il y a une formation que j'ai suivie en ligne quand la pandémie a commencé, Rapid Transition to Online Learning. Et je trouvais intéressant le fait qu'on est présentement dans un contexte idéal pour la classe inversée, que l'organisation est une clé. Et une question qui a été posée à certains experts en classe inversée, c'est est-il mieux de créer ses propres vidéos ou d'utiliser des vidéos en ligne? Et la réponse, c'est vous avez un lien affectif. L'aspect relationnel avec l'élève est très important actuellement. Bonne question. J'essaie de lire en même temps. Je vais vous demander, les experts, s'il vous plaît, de répondre aux gens. Comme je l'ai mentionné au début, je ne prétends pas être un expert de Classroom. Est-ce qu'on peut réorganiser les thèmes? Je vais m'amuser un peu avec. Je reviens sur la question des vidéos. C'est bien de créer ses propres vidéos. Les experts le disent, eux autres, ils créent leurs propres vidéos à cause de l'aspect relationnel. Ils trouvent que leurs élèves apprennent mieux parce que comme ils sont en relation avec l'élève, ça le rassure, ça le conforte. Mais on est dans un contexte également où plusieurs enseignants sont en formation, l'agenda se remplit vite. On peut utiliser des capsules comme Allo Prof, vous avez Khan Academy, vous avez beaucoup de capsules qui circulent. La durée de la capsule est importante. Essayez de la garder courte. Mais essayez également d'envoyer peut-être 1 ou 2 vidéos de vous par semaine. Ça peut être une vidéo d'encouragement au début de la semaine, une vidéo où vous souhaitez bonne fin de semaine à vos élèves. Travaillez la relation aussi, si possible, dans le cadre de classes virtuelles. D'accord? Dans le cas qui nous occupe présentement, je vais aller dans YouTube et je vais aller chercher Allo Prof, fraction. L'addition de fractions en mathématiques. C'est une vidéo qui me convient. Je retourne dans le Classroom et ce que je vais faire, c'est créer un petit quiz. Hein. C'est ça la classe inversée. Travaux et devoirs, je vais créer un questionnaire. Auparavant, on créait un questionnaire dans Google Formulaire, on plaçait le lien. Maintenant, on peut fonctionner directement dans le Classroom. Je vais donner un titre, l'addition de fractions. Les instructions, bon, je marque les instructions, c'est facultatif. Par exemple, visionne la vidéo, remplie, clique sur le questionnaire, peu importe. Si vos élèves ont des Chromebooks, le mode verrouillé, c'est qu'il ne peut pas ouvrir un autre onglet, il doit compléter le formulaire. Donc, ça évite de permettre d'aller sur le web. Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas évident.
parce que ce n'est pas uniquement des Chromebooks. L'élève peut se connecter avec un ordinateur à la maison. Oui, on peut renommer le thème. Je vais cliquer sur mon quiz. Je vais lui donner un nom ici. L'addition de fractions. C'est assez rapide, hein, un formulaire. La description. Visionne la vidéo et répond aux questions. Je vais en faire juste une. Je pense que la majorité des gens ici savent comment faire un Google formulaire. Ici, à droite, vous avez ajouté des questions ou encore ajouté une vidéo. Personnellement, je préfère fonctionner avec l'URL puisque j'ai toujours trouvé que l'outil de recherche à l'intérieur de Google Formulaire n'était pas aussi performant. Je vais donc copier le lien. Je vais revenir et je vais coller le lien. Vous voyez la vidéo. Je vais la sélectionner. Une fois que la vidéo est là, je peux cliquer pour l'agrandir. Ça, c'est notre petit côté perfectionniste. Et je clique à l'extérieur pour désélectionner. Vous voyez le petit menu ici avec les 3 petits points. Je vais centrer. Parfait. Je n'ai pas encore de questions. On voit ici le type de questions, choix multiples, case à cocher, liste déroulante. On peut même importer un fichier. On essaie de garder ça simple, surtout pour les enfants du primaire. Mais la classe inversée, c'est vraiment d'utiliser tout ce qui est notion de base, mathématiques, d'essayer d'utiliser plus des vidéos et de maximiser le temps de classe virtuelle synchrone pour réaliser des activités. Donc, au niveau de la taxonomie de Bloom, on va chercher le milieu de la pyramide. La pyramide devient un losange à quelque part. Si on met une réponse courte, on doit également la corriger soi-même. Donc, le questionnaire peut s'auto-corriger ou encore, si on met une réponse courte dans notre questionnaire, il faut y aller manuellement et envoyer la note à l'élève. Ça, c'est important. Oui, Roch. Oui, Annie demande, tu as parlé d'utiliser formulaire ou le quiz intégré dans Google Classroom, puis elle demande si on peut le fermer et revenir pour travailler dessus dans Google Classroom. Moi, j'ai... Oh, bonne question. Je ne l'ai pas essayé. Est-ce que quelqu'un peut m'aider et répondre? Je pourrais aider. Oui. Donc, quand tu crées ton forme, ça va se faire une filiale dans ton Google Classroom dossier, puis tu peux retourner puis le changer, les questions si tu veux. Une fois que tu l'as envoyé, par contre, tu ne peux pas le changer parce que ça, c'est envoyé. Mais si tu veux, par exemple, changer une question, puis tu peux retourner dans ton dossier Google Classroom de cette classe-là, puis retrouver ton formulaire puis le changer. OK. Je vais l'essayer tout de suite après avoir fait la question. Je vais l'essayer. Et la question, c'est comment additionne-t-on? Est-ce que je peux préciser ma question? Tout à fait. C'était plutôt du point de vue de l'élève. Si je ne me trompe pas, si l'élève commence à compléter le quiz, oui, il est obligé de le faire en une seule fois. Ce n'est pas quelque chose, un travail. Donc, si c'est un travail, mais pas nécessairement un examen, c'est pas super pratique parce qu'il doit le faire d'un seul coup. Absolument. Okay. Absolument, oui. Et dans le fond, la réponse à ce qui avait été compris à l'origine, c'est vraiment que on peut, si on le publie, on ne peut pas vraiment le modifier après. Donc, à partir du moment où il est publié, on ne peut pas le modifier. Mais là, pour le moment, écoutez, je vais écrire à peu près n'importe quoi comme réponse. On additionne les numérateurs. On additionne les dénominateurs. Et aucune de ces réponses. C'est pas très pédagogique,
Mais aujourd'hui, c'est une formation davantage sur l'outil que la pédagogie. Une fois que c'est sélectionné, une fois qu'on a mis les choix de réponse, on place la question obligatoire. Et c'est ici, dans Corriger, qu'on va répondre, qu'on va cliquer sur la bonne réponse et qu'on va mettre le nombre de points à la question. Classe inversée, on conseille toujours des courtes capsules. Vous voyez que j'ai tout simplement fait glisser la vidéo en haut par le biais des petits points qu'il y a ici. Par défaut, lorsqu'on fait un quiz dans Classroom, c'est par défaut, c'est un questionnaire. Donc, général, on pourrait collecter les adresses email, mais en fait, ça va être déjà collecté à l'intérieur de Google Classroom. On voit que c'est limité aux utilisateurs de Franco-Sud, limité à une réponse. Hein, les personnes doivent se connecter à leur compte Google, mais à l'intérieur de Classroom, ça va de soi. Et normalement, si je le ferme, ce qui a été mentionné tout à l'heure, donc je le ferme. On va aborder tout de suite cette question-là là, avant d'aller voir dans notre Drive. Présentement, et ça c'est vraiment important, publier le devoir. Je peux le programmer, enregistrer le brouillon, le supprimer. Mais c'est pour qui ça? Donc présentement, c'est pour mon cours de 6e année. C'est pour quels élèves? Par défaut, c'est tous les élèves. Mais vous voyez qu'ici, un aide élève pourrait décider de travailler en collaboration avec un enseignant et de dire, ben ça c'est pour Chantal. Ça permet de personnaliser différents travaux. Vous avez le nombre de points de cette activité-là. Et encore là, en termes de notation, je dirais que l'évaluation dépend d'une personne à l'autre. Aucune date limite. Nous, on va mettre une date limite. Date et heure limite. En fait, on va dire que c'est pour le 15. L'heure est facultative, mais je vais dire que c'est le 15 à 16 heures. C'est quel thème? C'est en numératie. Je pourrais placer une grille d'évaluation. Je ne pense pas que ça répond à un besoin actuel. Et je vais enregistrer le brouillon. Maintenant, si je reviens dans mon dossier Drive associé au cours, mon activité, elle est là. D'accord? Question, réponse. Alors, Eric, pour la question à Marie-Josée, est-ce que tu pourrais vérifier maintenant si dans l'engrenage, il y a le paramètre pour dire de Oui, permettre à l'élève? Sauf que je n'ai pas envoyé encore. Attends un petit peu. Il y a une option dans l'engrenage par rapport à ça. L'élève peut modifier ses réponses ou permettre à l'élève d'envoyer une seule fois son questionnaire. OK. Ça, c'est à l'intérieur du devoir. C'est peut-être les 3 points, je ne sais pas. À l'intérieur du questionnaire même? Marie-Josée, peux-tu nous aider? Alors, oui, OK, avec l'engrenage, ici? c'est ça. Il y a une place que ça dit limité à une réponse, puis il y a une Oui. autre place aussi que ça dit peut modifier ou quelque chose comme ça. Modifier les réponses après l'envoi, oui, effectivement. Donc, ça dépend de ce que vous faites comme activité. Limité à une seule réponse ou l'élève pourrait le refaire. OK. Donc, je reviens sur comment réouvrir le devoir, là. Parce que j'ai été quand même assez rapidement. Tous les thèmes numératie, vous voyez l'addition de fractions ici, c'est un brouillon. Je pourrais également aller directement dans numératie, l'addition de fractions. Si je clique sur l'addition de fractions, ici en bas à droite, j'ai mon petit crayon qui permet de modifier le formulaire. Et c'est là où je pourrais le modifier, à moins que je l'ai publié, parce qu'on ne modifie pas un quiz lorsque les élèves vont commencer à y répondre. Ça va pour ça? Présentement, c'est un brouillon.
je fais un petit peu trop de clics présentement. Présentement, c'est un brouillon. Et pour le modifier, modifier le devoir. Je sortis un peu de ma planification. Si je veux l'envoyer à partir de là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me pister? Parce que présentement, il est enregistré comme brouillon. Éric, il faut que tu retournes sur Brouillon, où tu l'as, Brouillon. Ici. Oui, il y a les 3 petits points. Merci. Modifier. OK. Puis après Ah, ça, il est là. OK, merci. Comme je vous dis, merci. Je vois ça comme une communauté de pratique. Alors, publier le devoir, il serait ici. Je vais le publier pour que vous voyez comment apparaissent les réponses. Je vous invite à faire le devoir. C'est pas juste, par contre, parce que vous avez vu la réponse, mais bon. Mon devoir est ici. Je suis l'élève. Marqué comme terminé. Ça, c'est votre devoir. Je vais cliquer sur l'addition de fractions. Votre adresse email sera enregistrée par défaut. J'ai visionné ma vidéo et je vais envoyer ma réponse. Je peux aller vérifier ma note. J'ai eu 2 sur 2. OK. Alors, Éric, probablement que tu vas le montrer, mais comment aller voir les notes par après. Merci. Oui. Ça, je me suis amusé un peu avec ça en fin de semaine. Excellent. Comme enseignant maintenant, je suis revenu comme enseignant. Si je clique sur le devoir, je peux voir qui l'a remis. Présentement, il y a des gens, José, tu n'as pas encore remis ton devoir. OK. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est est-ce que c'est en temps réel ou est-ce qu'il faut rafraîchir si on voit si le devoir est remis? Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à ça? Donc, présentement, c'est remis, pas remis? Ah, on dirait que c'est en temps réel, effectivement. Quand tout le monde l'a remis, remis. Je vais faire un dernier petit rafraîchissement. OK. Si je clique sur importer les notes, c'est là où les notes vont. Voulez-vous vraiment importer les notes de l'addition de fractions? Si vous le faites, les notes actuellement dans Classroom seront écrasées. C'est là où je vais aller importer les notes. Et là, je vois les notes ici qui apparaissent. 20 notes sur 25 correctement importées et mises à jour. C'est ce que j'ai trouvé pour l'importation du carnet de notes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à rajouter là-dessus? Sur le carnet de notes. Ça semble bien aller? Éric, question concernant le carnet de notes. Valérie mentionne de créer le fichier Excel. Alors, est-ce que tu pourrais adresser ça? Oui. Il doit y avoir différentes façons de le faire. Moi, ce que j'aurais tendance à faire d'abord, c'est retourner. Ici, j'ai les instructions. Si je retourne dans le formulaire et que je clique sur mon petit crayon, présentement, j'ai les réponses. J'en ai 22. Donc, je reviens ici pour le remontrer. Je suis enseignant. Je peux même retourner carrément dans le cours, 6e année. Je vais cliquer Franco-Sud. Je peux voir qui a fait quoi. Si je clique sur l'addition de fractions,
j'ouvre mon formulaire. En cliquant sur mon petit crayon, question-réponse, je peux voir qui a répondu à quoi. Je peux le voir en résumé. Je peux le voir avec le score, comme additionné. Je peux le voir par question. Ou je peux le voir individuel, qui a répondu quoi. Donc, Chantal, par exemple, ici. Et ce qui a été mentionné, c'est qu'on peut également cliquer ici pour créer une feuille de calcul, qui est le résumé, dans le fond, des résultats qui a répondu quoi. Si je crée ma feuille de calcul, elle va s'ouvrir dans l'autre onglet et je vois qui a répondu quoi à quelle heure. Je vois également l'adresse courriel qui est automatiquement enregistrée et les réponses. Est-ce que ça répond à la question? Oups. Je viens d'arrêter le partage d'écran. Ça, c'est ma fameuse petite barre. Hein? OK. Est-ce que ça répond à la question? Et là, je viens de perdre la fenêtre conversation. C'est assez intéressant. Alors, si je comprends bien, Eric, c'est pas nécessaire de créer la feuille, mais Annie, si je comprends bien, par contre, toi, tu trouves ça très pratique parce que tu pourrais peut-être expliquer ce que ça te donne de plus. Je sais que moi, je m'en sers toujours de les feuilles dans d'autres choses personnelles, que je trouve ça plus pratique que la vision des rapports, mais... Moi, ce que j'aime, parce que je fais pas toujours, je pars pas toujours nécessairement d'un questionnaire, mais je crée quelque chose dans Drive que je viens déposer, mais ça me fait le même résultat ici. Ce que j'aime, c'est d'aller ouvrir le dossier d'un élève qui m'a remis parce que je peux aller faire des commentaires. Donc, si on pèse sur Kevin Bergeron, je ne sais pas si avec... OK, attends un petit peu, tu veux que je pèse sur... Un élève, n'importe lequel. Parce que des fois, tu vas aller voir selon qu'est-ce que tu choisis, à moins que c'est parce que... Ah, tu veux dire ici? Pas nécessairement, mais non. Peut-être parce que tu as créé à partir d'un questionnaire que là, ça fait ça. Mais si tu as mis un drive, tu as fait un questionnaire, tu l'as mis en drive, quand tu vas sur les élèves, tu peux aller voir directement leurs réponses qu'ils ont mis, mais tu peux aussi ajouter des commentaires à côté pour lui dire, tu peux écrire sur son document, et puis tu peux ajouter des commentaires genre va corriger tes réponses au beau travail, et puis tu peux créer aussi, mettre une note. Et une fois que la note est remise, l'élève ne peut plus travailler sur le document. Mais je crois, on dirait que ça ne fonctionne pas quand c'est fait à partir d'un questionnaire sur... Directement, oui. Bien, je sais qu'il y a encore beaucoup d'enseignants qui aiment beaucoup créer le questionnaire, puis ensuite l'importer à l'intérieur de Classroom. C'est un peu ce que... Si ce n'est pas un examen, je préfère ça parce que l'élève oui. va retourner. Oui, bien, bon commentaire, merci beaucoup. Il y a tellement de possibilités de travail à l'intérieur de Google, tellement de façons également de s'organiser. C'est vraiment intéressant. Travaux et devoirs, je vous montre juste une fonction aussi, parce que selon l'organisation, il y a Nicolas qui m'a parlé de l'école La Source, là, votre journée pédagogique, mais également l'organisation des classes. Je vais faire le pont avec également une conversation que j'ai eue avec 2 enseignants du Centre-Nord. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Et 2 classes de 6e année, mais ils font du co-enseignement, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés les matières et là, ils sont capables, les 2 sont inscrits dans les 2 classes comme enseignants et ils travaillent ensemble. Donc, supposons qu'on utilise Classroom pour faire ça, c'est qu'on est capable également de créer et réutiliser le post. Je trouve que c'est mal exprimé, hein? C'est davantage réutiliser un élément d'un autre cours. J'ai créé, si je clique sur réutiliser le post, j'avais créé dans classe de test Franco-Sud les fractions. Ça aurait pu être multiplication de fractions. Et là, je peux cliquer et réutiliser à l'intérieur de ma classe de 6e année. Et encore à nouveau, voyez-vous les fractions publiées, tous les élèves. J'avais déjà 5 points. Je vais mettre une date limite. Encore là, je vais placer comme date le 15
C'est un outil, la date limite, qui aide beaucoup à l'organisation de l'élève. Je vais le placer à 15 heures. Et le thème, c'est mathématiques. Là, je pourrais le changer, le thème, pour numératie. C'est tous les élèves. J'ai une question. Oui, vas-y. C'est juste ici, les points. Si tu retournes dans le... N'importe quel, là, c'est pas grave. Quand tu as fait... Oh non, tu veux le modifier. Retourne pour le modifier. Oui, attends, je veux juste le retrouver. OK, les fractions. Tu veux cliquer dessus, puis modifier. Il est ici. Je me rappelle plus là, comment le faire. Les 3 petits points. Ouais. Les 3 petits points, mais points. ça, c'est numératie. Bon, je les ai trouvés. Ouais. Merci. Bon. Où est-ce que ça dit les points? Tu es capable de mettre 5 ou tu es capable de mettre jusqu'à 100? Je veux savoir, est-ce que ça, c'est comme une moyenne, comme quand tu divises tout ton travail pour avoir jusqu'à 100% du cours? Est-ce que ça me fonctionne de même ou est-ce que c'est juste, je vais le mettre ce quiz sur 10, puis ça va juste monter 10 sur 10 sur leur côté, puis ça n'affecte pas comme la note totale d'un cours? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que quelqu'un sait la réponse? C'est une bonne question. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une question de catégorie de notes. D'accord? Catégorie de notes, est-ce qu'il y a des gens qui l'emploient? Ben, je ne crois pas, c'est Christine, parce que quand tu vas voir ta grille de notes, ça donne sur quoi tu les as évalués, tes travaux, mais ça ne fait pas une moyenne sur 100, je n'ai pas vu ça. Ça va dire chaque travaux sur quoi tu l'as évalué. Donc, si je veux le mettre Moi, c'est sur ce que je comprends, oui. ça va monter sur 10. Moi, c'est ce que je comprends. Puis c'est une différence entre Moodle, par exemple, dans lequel l'organisation du carnet de notes peut être vraiment organisée, thématique, etc., et automatisée. Et Google Classroom est davantage au niveau consultatif. Bon, ici, on voit les notes. Il y a des catégories de notes qu'on peut mettre. Et je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des gens qui emploient les catégories de notes? Il ne semble pas. Donc, à mon sens, c'est vraiment, on donne une note et ensuite un résultat à notre façon pour ensuite faire un calcul pour arriver à appelons ça une moyenne ou une organisation des notes, entre guillemets, personnalisées ou selon les écoles. Parfait. Donc, le devoir, les fractions, j'enregistre. Il apparaît dans mon flux. Ça, c'était donc réutilisation du post. Ici, le devoir, ça vaut la peine de s'y attarder parce qu'en littératie, je vais vouloir aller créer une composition. Je veux que l'élève me fasse une composition. Je vais donc créer un devoir. Mon animal préféré. On peut encore demander à l'élève des instructions ici. Ça va. On a encore, bien sûr, la planification du devoir. Je vais mettre 20 points avec une grille d'évaluation que je peux proposer. Avec comme date limite, on va lui laisser quand même jusqu'à vendredi à 16 heures. Le thème, dans ce cas-ci, c'est littératie. Et c'est tous les élèves. Ensuite, je peux créer un Google Doc. Je vais l'appeler mon animal préféré. Je pourrais marquer la consigne ici. En 100 mots, décris ton animal préféré. Ça va? Bon, partager, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici.
Ce qui m'intéresse, il est ouvert, c'est la fonction. Bon, je vais le fermer même. C'est la fonction ici. Il est là, mon document. Même si c'est marqué document sans titre, vous voyez qu'il y en a un, là. Ça va changer. C'est ici que j'ai le choix. Consultable par l'élève. Présentement, le document est en lecture seule. Ce n'est pas ce que je veux. Et, okay. Éric, je vois oui. que tu es en train de dire ça. Oui. Tu peux adresser ça après si tu veux continuer ton... Parfait. C'est ici la fonction la plus importante. Consultable par les élèves, c'est en lecture seule. Modifiable par les élèves. Attention à ceci. Parce que là, ça veut dire que tous les élèves vont travailler sur le même document. Ça dépend de votre intention pédagogique. Peut-être que vous voulez que les élèves puissent écrire au fur et à mesure, faire un genre de flux, mais c'est toujours risqué puisque l'élève peut effacer ce que les autres ont écrit. Il existe un historique quand même. On serait capable de voir qui a effacé quoi, qui a ajouté quoi. Mais la fonction intéressante, c'est faire une copie par élève. Ça va créer automatiquement pour chaque élève une copie qui va se rendre dans son drive du cours. D'accord? Et encore là, je vais publier le devoir. Oui. Quand tu fais un document puis tu le partages pour que tout le monde ait accès, c'est bon quand tu veux faire comme une liste pour qu'il y ait rentré comme le livre, une liste de leurs romans qu'ils sont en train de faire pour leur étude de romans, puis tu veux que tout le monde rentre dans le document puis mette leur nom, leur livre, puis là, tu as une liste. Ça serait la seule façon que moi, j'ai utilisé qui était un bon succès. Absolument. La fonctionnalité est là. Maintenant, il y a tellement de... Merci du partage, hein, il y a tellement de diversité pédagogique, si je peux dire. Bon, je reviens sur l'agenda maintenant parce que à l'intérieur du flux, j'ai publié mon travail. Il est apparu ici. Mais si je m'en vais à l'agenda, qui est l'agenda de classe, ce qui est intéressant, c'est que l'élève est capable d'organiser son horaire de la semaine. Et je peux rajouter d'autres choses dans l'agenda, comme si, par exemple, je propose à mes élèves des moments de lecture. C'est important que le classroom de la classe soit, pas le classroom, l'agenda de la classe soit vivant. C'est une bonne façon d'organiser l'élève pour qu'il puisse aller consulter et dire « Ah, c'est vrai, aujourd'hui, c'est ma période de lecture. » Je vous rappelle également qu'il y a beaucoup de diffusion web, de cours en ligne, même en direct. Je regarde ce qui se fait au Québec également. Donc, on peut faire des propositions à l'élève. Il y a Télé-Québec qui va avoir des animations. Et si je ne me trompe pas, Télé-Québec, on peut y accéder par l'Internet. Donc, rendez votre agenda vivant. Aidez-vous entre enseignants également pour vous inscrire. Une autre idée, c'est de vous inscrire dans les cours également des gens qui sont auprès de vous pour ne pas inonder les élèves de travaux au même moment. En classe inversée, il faut faire très attention. Si 3 enseignants différents donnent chacun 15 minutes de vidéo à écouter, ça devient comme surchargé pour les élèves. Je vois que la fenêtre de conversation est encore bien animée. C'est très, très bien. Et on a 48 participants maintenant. Ce que j'avais le goût de faire, il est 10h03. J'avais prévu une dizaine de minutes. Il y a l'école La Source. Hein? La formation à l'origine, c'est une demande de l'école La Source. Mais il y a également, on l'a ouvert à tout le monde du Franco-Sud. Ce que j'avais le goût de faire, c'est de vous séparer dans 10 salles. Parce que j'aimerais ça que pendant 10 minutes, et ça va être aléatoire, pendant 10 minutes, vous allez avoir une conversation pédagogique sur ce que vous faites comme utilisation de Classroom. On va revenir ensemble à 10h15 pour terminer la formation pour les derniers outils là, à l'intérieur de Classroom. Ça vous va? Donc, je l'essaie, j'arrête de partager mon écran, puis je vous encourage à avoir une discussion riche. Là. On est en pédagogue, là. Vous allez avoir à accepter donc d'être envoyé dans une salle parallèle, pardon. Et de mon côté, diviser en groupes, voilà. Je vais vous séparer dans 9 salles. Je vais vous encourager à avoir 10 minutes de conversation pédagogique sur l'outil de Classroom. Je reviens sur mon intention. Et ensuite,
vous allez revenir automatiquement ou encore peut-être avec un bouton à cliquer. Hein, on explore de plus en plus Zoom à 10h15 pour compléter. Donc, tous les participants ont été invités à se joindre dans une salle et je vous ramène à 10h15.
Donc, ça prend quelques secondes avant que tout le monde revienne dans la salle. Donc, on va reprendre. Moi, ça m'indique 38 secondes. Toutes les salles de conférence vont fermer dans 30 secondes. Deux secondes. Parfait. Normalement, tout le monde est de retour. 48 participants toujours. J'espère que vous avez eu des bonnes conversations. Je viens de parler avec Roch d'ailleurs, qui était dans une salle. Question de partage, justement. C'est vrai que le quiz à l'intérieur de la classe, c'est quand même bien, mais il faut trouver un moyen de partager. Donc, à l'intérieur du conseil scolaire, on peut partager des questionnaires qui seraient, par exemple, en lecture seule, qui serait possible d'aller chercher et les enseignants peuvent s'en créer une copie. Alors, c'est important de travailler, de s'épauler dans ces temps peut-être un peu plus déstabilisants, si vous me permettez. Maintenant, je reviens sur mon compte de l'élève parce que je veux que vous voyez, vous l'avez peut-être essayé comme participant, mais mon animal préféré, comment l'élève va-t-il le voir et le remettre? D'accord? Alors, mon animal préféré ici, si je clique sur Sarah, ça va ouvrir mon Google document. Et c'est ici que j'écrirai mon texte. Le chat. Et le cat, le chat, il manquait mon H. Et à la toute fin, lorsque j'ai terminé, vous voyez le bouton partager, mais je peux cliquer sur le bouton remettre. Rendre le devoir. Une pièce jointe sera envoyée. C'est le Google document. Je rends le devoir. Le devoir est remis. Je peux fermer ici. Je vais fermer. Et cette fois-ci, l'enseignant je peux passer par le flux. Mon animal préféré. Je vois ici que Sarah l'a remis. Et je pourrais cliquer pour aller voir le texte de Sarah. C'est ici que je vais lui donner la note. Je pourrais également ajouter un commentaire et je vais rendre à l'élève avec sa note. Je vais donner 20 sur 20. Bravo. Et je vais rendre à l'élève. L'élève recevra une notification et pourra consulter les notes que vous avez attribuées. Je sais que c'est une fonction qui est souvent employée à l'intérieur de Classroom. Maintenant, c'était les grandes lignes de Google Classroom. Je reviens sur le fait que je ne prétends pas être un expert. J'ai, en passant, beaucoup apprécié les contributions des gens à l'intérieur de Classroom. C'est certain que je vous encourage à continuer à partager, contribuer entre vous. Et le consortium, je vais terminer sur ce qu'on a mis en place. D'abord, le consortium actuellement est en semaine de relâche. Donc, moi, j'ai accepté de prendre un peu de temps parce que les formations sont, je pense, importantes. Je vous encourage à continuer vos conversations, non seulement à l'intérieur du conseil, mais également à l'extérieur du conseil. Donc, quelque chose qu'on a mis en place, et je reviens avec cette fois-ci mon compte du consortium. Ce qu'on a mis en place présentement, si vous allez sur le site web du consortium eformation.cpfpp.ab.ca, vous n'avez pas à être connecté pour avoir accès à ce que je vais vous montrer. Il y a un grand besoin actuellement de collaboration, non seulement à l'intérieur du conseil, mais également entre les conseils eux-mêmes. Et il y a ce qu'on appelle une frontière technologique. Le consortium, actuellement, on appuie également les enseignants en immersion et les besoins sont grands. Il y a des petits conseils scolaires où les enseignants sont plus isolés. On a donc créé des communautés de partage. À l'intérieur de ces communautés-là, si vous cliquez
vous allez voir différents, et on travaille là-dessus présentement, le consortium, on est en planification de la phase 2 du plan d'appui. Vous avez des trucs et astuces, des sites web jugés comme très importants. Vous avez des éléments de littératie, numératie. Donc, ça fonctionne par lien. Ça, c'est un problème. Parfois, les gens m'écrivent un courriel pour dire, écoute, on a un problème avec le menu de gauche, il cache le contenu. Alors, vous cliquez sur les petites lignes ici horizontales pour faire disparaître le menu. Vous avez à l'intérieur de chacune des communautés, c'est séparé par année scolaire. N'hésitez pas à contribuer. Si je clique, par exemple, sur deuxième année, ce que l'on a mis en place, je pense que je vais cliquer davantage sur... Non, c'est bon. Il est prêt, lui. On a une communauté qu'on appelle Slack. Slack, c'est... On n'a pas eu le choix d'aller chercher un outil externe puisque ce n'est pas tous les conseils scolaires qui fonctionnent avec Google. Au niveau francophone, oui, mais pas au niveau immersion. Et on essaie de réseauter tout le monde. Slack, c'est une plateforme très conviviale. Je suis déjà inscrit dans Slack, donc je vais cliquer sur le lien. Je vais arriver à la communauté du consortium. Et c'est une communauté numérique où on encourage les gens à partager. On peut, à l'intérieur de Slack, avoir des messages généraux. Ça fait penser un peu à un réseau social. C'est un Twitter, Facebook, etc. Donc, on encourage les gens. On peut utiliser le hashtag l'arobase. Vous voyez qu'il y a un ajout qui a été fait en 4e année. Vous avez les personnes ici. On est capable de contacter des gens directement et même par visioconférence. Donc, ça peut être un outil de réseautage important. Vous avez ici accédé aux ressources. On encourage les gens à partager les ressources. On les dépose ici. Nous, on va voir une fois de temps en temps les ressources et on les place dans le dossier en lecture seule. C'est des ressources qui peuvent servir soit des planifications de cours, de la documentation pour les élèves, etc. Si vous avez un site web gagnant, parce qu'on est dans une époque vraiment de collaboration, suggérez un site, ça vous amène vers un Google formulaire et on ajoute le site. On voudrait que les communautés soient vivantes. Et par exemple, en 3e année, on s'est dit, bien, particulièrement pour les enseignants des petits conseils, on a créé des salles de visioconférence dans lesquelles on peut se rendre pour, par exemple, se concerter avec un autre enseignant ou à la place d'utiliser, par exemple, un Meet pour les conseils scolaires qui n'ont pas la suite Google, on a créé quand même des salles Zoom, 2 pour chaque chaque niveau du primaire, puis 1 pour chaque spécialité au secondaire. Donc, on vous encourage à contribuer à ces communautés de partage créées par le consortium. Éric, je sais que tu dois faire l'évaluation, mais une question très, très vite. Est-ce que tu sais si la question vient en tout cas, c'est concernant les notes. Est-ce qu'il y a une façon de masquer la note d'un élève seulement pour que cet élève-là ne puisse pas voir sa note? Est-ce que tu sais? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. OK. Et l'autre? J'étais en train de taper ma réponse, mais là, je vais la dire. Okay, merci. Merci, Karine. Tu savais comme un élève qu'on a différencié par rapport à la note, il ne va pas nécessairement avoir la note. Moi, ce que je ferais, c'est j'enverrais une tâche séparée parce que quand tu crées une tâche, tu es capable de sélectionner les élèves spécifiques que tu veux envoyer la tâche. Si tu veux que tu aies une note sur la majorité de la classe, tu peux l'envoyer séparément. Et si tu ne veux pas qu'il y ait de note pour cet élève-là spécifiquement, tu l'envoies seulement à lui puis tu ne mets pas de note. Ça serait la seule façon que ça va se montrer dans tes notes. Mais ça va te donner tout ton autre onglet, puis tu vas avoir juste cet élève-là. C'est la seule chose, mais moi, j'ai déjà vu d'autres profs qui ont créé une classe spécifiquement juste pour cet élève-là. Intéressant. Merci. Je vais te donner qui font ça. C'est à vous de choisir. Ben, merci beaucoup. Merci, Karine. Et Éric, une dernière chose. Annie voulait adresser... Il y a eu une réponse en PDF. C'était-tu la question PDF? Non, okay. Je pense pas. Alors, Annie, on te donne la parole. OK. 2 choses. Premièrement, je ne sais pas si ça peut intéresser les gens, mais tantôt, ça parlait de vidéos. J'ai créé plusieurs vidéos, donc qui sont en français parce que je les ai fait. Par exemple, il y a on parlait tantôt comment remettre un devoir,
comment corriger, aller chercher un devoir que j'ai déjà remis mais que je veux faire des corrections, comment accéder à mon Google Agenda. J'en ai fait un pour les parents aussi, parce que des fois, il y en a qui n'étaient pas encore inscrits. Génial. Donc, moi, ça ne me dérange pas de les partager à partir de Google Drive, parce que je les ai faits sur Drive, mais par contre, je ne sais pas comment on peut faire pour savoir qui est intéressé, qui les voudrait. Mais puis, je peux en faire d'autres. C'est vraiment pas compliqué. On ne me voit pas moi, on voit mon écran naturellement. Et puis, on entend ma voix par contre. Donc, je ne sais pas comment faire pour savoir. Je peux écrire mon adresse ici, puis les gens qui sont intéressés m'écriront. Je l'écrirai dans le chat. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je me demandais, est-ce qu'il y en a qui ont utilisé la grille d'évaluation dans Google Classroom? Parce que j'ai expérimenté et ça a été long. Mais là, je pense que je suis bonne maintenant. J'ai trouvé ça, je pense que c'est utile pour le prof, ça peut être utile pour le parent, mais j'ai demandé à ma directrice adjointe de me dire du point de vue de parent comment voyait ça. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que pour les enfants, c'est trop compliqué. Il faudrait quand même avoir une grille de révision. Mais je pense que c'est un bon outil pour les profs, puis pour peut-être les parents, mais encore là, peut-être qu'il y a des trucs que je ne sais pas, puis peut-être qu'il y en a qui ont expérimenté, puis qu'il y aurait des choses à dire là-dessus. Et voilà, c'est tout. Et j'écris mon adresse courriel pour ceux qui veulent les vidéos. Vous m'enverrez un courriel. C'est tout. Merci, Annie. Si tu veux me le partager sur mon courriel du CPFPP, je sais que Christian nous donne pratiquement carte blanche pour partager dans le respect des droits d'auteur. C'est quelque chose qui pourrait être utile également. Si tu veux me les partager et que moi, je pourrais les placer dans la formation, justement, changer le format MP4 ou quelque chose comme ça. Concernant la grille d'évaluation, c'est pour ça que Slack a été mis sur pied. Hein. C'est facile de s'inscrire sur Slack. Vous allez voir, c'est 3 petites étapes simples. Vous cliquez sur le lien pour vous inscrire. Et c'est vraiment pour que tous les enseignants puissent collaborer. Là, il commence à y avoir dans toute l'Alberta, au niveau francophone et immersion, un échange. On a 60 participants sur Slack. Donc, c'est là aussi qu'on pourrait partager certains liens pour des vidéos, des ressources et autres. Et donc, José est une ressource également et je vous encourage à continuer à collaborer. Il est 10h27, normalement, on laisse 10 minutes à la fin de chaque webinaire puisque votre rétroaction est importante. On tente de trouver des nouvelles façons de faire. Je peux vous dire qu'à 50 participants, là, on en a 44, mais on en avait 50. C'est tout un défi, mais c'est un défi qu'il faut relever. J'ai essayé de trouver des façons de vous laisser partager également. Le lien d'évaluation, vous devriez l'avoir reçu dans votre courriel. Je vous demande, s'il vous plaît, de prendre le temps de le remplir, de nous envoyer votre rétroaction, vos besoins de formation. Actuellement, le consortium, on s'ajuste aux besoins du moment. Et je vous remercie énormément de votre participation, votre contribution également. Je pense que même moi, j'apprends énormément de choses. Et puis, voilà. Alors, on ne lâche pas. Dernier appel, je le dis encore, ne m'envoyez pas de courriel à francosud.ca. Ce n'est qu'un compte de test que j'utilise. Utilisez mon compte CPFPP. De mon côté, je vous souhaite bon courage, bonne journée. Je suis vraiment content de voir le dynamisme des enseignants, en tout cas des enseignants dans tout le réseau francophone ici en Alberta. Je vais cesser l'enregistrement.